Après avoir rencontré Camille Condé Ferreira au Centre du Cheval de Paris, aujourd'hui on se retrouve au Jumping de Bordeaux pour lancer la deuxième vidéo de ce format. Aujourd'hui je pars à la rencontre d'une figure emblématique du concours complet français qui est médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Rio, bronze à Tokyo, plus récemment argent aux Jeux Olympiques de Paris. C'est un cavalier qui a l'habitude des grosses échéances et on l'appelle même parfois le roi du derby ici à Bordeaux. Vous l'aurez compris, il s'agit de Karim Lagouag. C'est parti, je vous emmène. Merci beaucoup, Karim, pour cette chance de t'interviewer. Merci à toi. On va commencer tout de suite en parlant d'hier. Tu signes le meilleur chrono, malheureusement 4 points. Est-ce que tu repars frustré ou quand même un peu fier? C'est quoi un peu tes impressions? Non, frustré, non, un peu déçu parce que évidemment j'aurais aimé gagner. Mais il y a eu vraiment des choses très positives parce qu'en fait c'est un cheval qui a énormément d'amplitude et parfois c'est un peu difficile de le faire tourner. Mais là, il a vraiment contribué à 100%. Donc, c'est une belle évolution. Et c'est vrai que pour en avoir discuté avec l'entraîneur national, qui me déconseillait, entre guillemets, de venir ici, parce que pour un cheval qui est quand même assez sensible et un peu nerveux, ça risque surtout de l'exciter de venir en allant vite avec du monde qui applaudit ça. Et je lui ai dit, mais étonnamment, ce cheval, depuis que je lui fais faire ça, au contraire, ça le bonifie, ça le désensibilise et ça le rend assez intelligent des obstacles parce que les obstacles viennent très vite. Au début, il était perdu. La première fois, d'ailleurs, j'avais dérobé. Et là, maintenant, il devient plus instinctif. Et j'ai du mal à retrouver ça sur les complets parce qu'il y a des grandes allées de galop. Et entre guillemets, il m'emmène un peu. Et après, je suis obligé de le reconstruire. Alors que là, il n'a pas le temps de s'ouvrir. Et depuis, je retrouve ça sur le cross aussi. Donc, je suis hyper content finalement. Alors, on va commencer par parler aussi des Jeux Olympiques, forcément, oui. De Paris. Bien sûr. Est-ce que la pression à domicile à Paris était plus lourde que les autres éditions Disons que la pression à Paris était plus lourde, beaucoup plus lourde, mais que la préparation en vue de cet événement était aussi beaucoup plus importante. Il y avait une préparation énorme, préparation mentale, préparation physique, préparation dans les compétitions. Moi, je suis allé, je sais pas, une trentaine de fois visiter les parcs de Versailles pour vraiment me sentir bien dans cet environnement. Parce que souvent, quand tu arrives au jeu, tu connais pas l'endroit et au dernier moment, tu dois tout découvrir. Et donc, ça te saute un peu à la figure, tes repères. Et ça, c'est un peu stressant. Or là, je l'avais pas puisque, bon, voilà, on avait le droit de visiter encore jusqu'à un mois avant les Jeux. Donc, il n'y avait pas les obstacles, mais on voyait quand même le truc. Et ensuite, oui, ma préparation était énorme. Mais c'est vrai que pour en avoir discuté avec Stéphane et Nicolas, on a quand même vécu quelque chose de très intense. C'était très, très fort comme pression, mais on avait c'est les antagonistes. On a eu un plaisir qu'on n'a jamais eu ailleurs. On était porté par un événement, une énergie incroyable. Et à côté de ça, effectivement, une pression. Mais les deux, c'est quelque chose qu'on vit une fois dans sa vie, finalement. Nous, on a tout de suite été persuadés qu'on était des chanceux. Après la sélection, ça a été presque plus de fête que la médaille elle-même. J'exagère, mais quand même. Oui. La sélection, c'était un vrai soulagement. Après, il y avait à nouveau une trouille parce qu'à la prépa, on ne sait jamais, il y a les galops d'entraînement. Le cheval, il a arrêté quelques jours. Ça suffit pour l'évincer des Jeux. Donc, c'est quand même un peu stressant. Mais non, la sélection, ça a été vraiment une grande joie. Ça a été énorme. Ça a pris longtemps la sélection, je me rends pas bien compte. Parce que nous, on voit surtout les Jeux, mais en fait, on a du mal derrière de vraiment voir toute la préparation sur parfois même des années, en fait. Déjà, nous, on a sélectionné 4 chevaux 6 ans avant les Jeux Olympiques de Paris. D'accord. Donc, on a travaillé les chevaux au moins 6 ans pour arriver à Paris. Il y a des chevaux il y avait un cheval que j'avais déjà avant, donc même plus de 6 ans. Mais disons que c'est une très, très grosse préparation. C'est un événement où on avait conscience que c'était planétaire. Et c'est vrai que par rapport aux sélections, c'est un peu un enfer parce que en réalité, jusqu'à la dernière épreuve, tu ne sais rien. Tu t'auto-évalues. Mais le sélectionneur, il ne va pas te dire « on sait bien, t'es bien pour l'instant ». Non, c'est parce que jusqu'à ce que tu fasses la dernière épreuve, comme on prend quand même les couples en forme du moment, la dernière épreuve est quand même assez importante. Si c'est un peu un contrôle continu, c'est-à-dire il faut être quand même régulièrement, surtout pour les épreuves par équipe, où il faut être vraiment classé le plus proche possible du podium, voire gagner. Et ensuite, quand tu arrives à la dernière épreuve, c'est bien d'essayer de marquer les esprits quand même. Donc il y a un peu des deux. Et on ne sait rien avant cette dernière épreuve, donc c'est un mois avant les JO, quoi. Et à ce moment-là, tu apprends que tu fais partie d'une liste où tu n'es pas encore vraiment dedans à 100%, tu n'es pas dans l'équipe. Tu fais partie, on est 6 par exemple, et il n'y en a que 3 qui vont courir. Sur ces 6, tu vas chez le vétérinaire fédéral
qui voit tous les chevaux. Et ensuite, simplement, tu as la décision. Tu vois, donc c'est assez lourd. Je comprends, ouais. C'est lourd, c'est lourd. C'est Oui, très lourd à porter. Et c'est ce que moi, personnellement, j'ai eu plus de mal à supporter par rapport aux autres JO. ouais. Oui, Et c'était pire. Ouais. C'était pire. J'ai pas apprécié cette période. Est-ce qu'une médaille, ça change quelque chose après que l'adrénaline, elle redescende? Bah, disons que la médaille, c'est une bonne question parce que pour en avoir discuté avec tous les médaillés, notamment à Rio, on a été médaillés d'or, on était 8 médaillés d'or à ce moment-là, parce qu'il y en avait 4 en complet, 4 en saut d'obstacle. Et pour en avoir discuté avec tout le monde, peut-être, allez, on va dire 1 an après, en disant que tout le monde avait été un petit peu déçu, en fait, ça n'avait rien changé. Ce que ça avait changé, évidemment, c'est la satisfaction personnelle, le dépassement de soi, la fierté. Ça, c'est énorme, c'est incomparable. Mais à côté de ça, il n'y a aucun business qui se crée parce que tu es médaillé. Tu ne vas pas avoir de chevaux en plus, ni de partenaires, ni... Moi, oui, parce que en fait, j'ai beaucoup travaillé en com et essayer de valoriser cette médaille. J'avais commencé sans savoir que j'allais être médaillé, mais j'avais dit au service de com que j'ai employé, j'avais dit j'aurai un titre majeur, je pense, peut-être gagner une très très belle épreuve du style peut-être, je sais pas, badminton, ou j'ai même pas, ou peut-être champion d'Europe, un championnat d'Europe. J'avais même pas imaginé les Jeux, vraiment. Pour moi, c'était, enfin voilà, c'est trop rare comme médaille, et donc j'avais pas imaginé. Mais j'avais dit j'aurai un titre majeur. Et est-ce que vous pouvez m'aider à essayer de développer ma com et tout? Et donc en 2014, j'ai commencé, déjà 2 ans, travailler tous les, enfin je vais pas t'apprendre à faire plein de vidéos de ça. Et donc 2 ans après, j'ai été médaillé, j'ai encore travaillé pendant 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, j'ai eu mes premiers vraiment retours, quoi. Et donc aujourd'hui, je continue évidemment à naviguer là-dessus. Et la médaille de Paris pour un Français quand même, pour en avoir aussi parlé avec Stéphane notamment, tu vois, qui n'était pas très connu. Lui, voilà, maintenant on le reconnaît dans la rue, machin. Donc ça donne une belle notoriété quand même. Après, il y en a qui apprécient, d'autres moins, mais... Oui. Après, justement, la notoriété, je voulais en parler parce que le CCE, c'est quand même la discipline qui est la plus complète. Hein. On le rappelle, il y a le dressage, le CSO, le cross, mais elle est quand même bien moins mise en avant que le CSO. Est-ce que tu saurais l'expliquer? Oui, bah, le CSO, c'est 80% des pratiquants en termes des sorties en compétition. Le complet, c'est moins de 4%, par exemple. Le dressage, encore moins. Et après, il y a la voltige, l'attelage et toutes les disciplines que l'on connaît, et même celles qu'on ne connaît pas peut-être. C'est très exigeant, comme tu le dis, parce qu'il y a les 3 tests, il y a une certaine dangerosité sur le cross. Il faut être prêt à affronter cette dangerosité, qu'on retrouve quand même un peu en saut, mais amoindrie. Donc ça veut dire que c'est pas pour tout le monde. Et quelque part aussi, je dirais, à un moment donné, on peut pas s'acheter un cheval qui va nous permettre pendant quelque temps d'être vraiment compétitif. Je pense que dans d'autres disciplines, notamment le saut, je pense que si on a un cheval qui surclasse ce niveau, on peut... Bon, je pense qu'après, il finit par s'arrêter assez vite, mais pendant quelques temps. C'est possible en tout cas. En complet, je ne crois pas que ça soit possible. C'est trop divers, quoi. Donc, je pense qu'il y a ça. Je pense qu'en termes de médiatisation, filmer un cross, tout ça, déjà, il faut faire 3 jours avec les 3 tests. Et ensuite, le cross, c'est quand même long, quoi. Ça va jusqu'à 7 km. C'est lourd, hein, c'est pas... Voilà. Après, moi, j'évite de comparer les disciplines parce qu'on peut dire, par exemple, tu vois, entre le foot et le rugby, bah, ils sont X joueurs, c'est par équipe, il y a un ballon, il y a un terrain, ça n'a quand même rien à voir. Et donc, si tu compares le complet et le saut d'obstacle, je pense que c'est à peu près comme foot et rugby. Hein. Et vraiment, il y a un cheval, effectivement, mais le truc, enfin, même s'il y a du saut, une partie de saut dans le complet, c'est pas du tout les mêmes chevaux, c'est pas les mêmes cavaliers, c'est pas le même apprentissage. C'est pour ça que de passer d'une discipline à l'autre, il y en a que peu, très peu, qui arrivent à être ultra performants dans plusieurs disciplines. De s'illustrer un peu, oui. Mais au niveau, non. Bah, non, c'est quand même, c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, c'est quand même 2 choses bien distinctes, quoi. Et une fois que tu as les sensations, les automatismes dans ta discipline, c'est comme moi, quand je fais que du CSO, et quand je monte mon cheval de complet en CSO, je fais pas la même chose, quoi. Donc, tu vois, c'est quand même complexe. Et justement, aujourd'hui, même au niveau de la notoriété qu'il y a sur les réseaux sociaux, il y a surtout beaucoup de cavaliers de CSO qui sont mis en avant. T'es pas le seul, hein, bien sûr, mais quand même, tout le monde te connaît. La réalité, sur le terrain, là, on voit, il y a des gens qui attendent pour des photos. Comment t'expliques ça? Est-ce que c'est vraiment un vrai travail de communication derrière? Est-ce que ça a été choisi ou est-ce que c'est un peu venu par hasard?
Les deux, j'ai envie de dire, parce qu'en réalité, moi, je suis quelqu'un qui est assez communicatif, qui aime bien les gens. Je prends volontiers une photo, une dédicace. On me demande un renseignement sur les réseaux, je réponds. Tu vois, je suis assez, entre guillemets, généreux comme ça. Et en toute humilité, si je puis dire, parce que moi, je me dis toujours, moi, je serais à la place des gens qui me demandent. Je serais content qu'on me réponde, tu vois. Donc, je me mets toujours, encore aujourd'hui, je suis dans cet état d'esprit-là. Et à un moment donné, les équipementiers, les sponsors éventuels qui voyaient en moi quelque chose, m'ont dit est-ce que tu devrais capitaliser là-dessus, voilà. Et donc c'est comme ça a démarré. Et les gens qui m'entourent sont convaincus aussi que ça fonctionne. Donc ils aiment bien cet état d'esprit de partage, de simplicité, on va dire, et tout ça. Donc on a valorisé, on va dire, ce côté-là, mais c'est pas compliqué parce que c'est moi. Donc oui, mais c'est beau quand je même. joue pas. Faut pas non plus. Je trouve que c'est vraiment il y a quand même une vraie communauté. Il y a vraiment, un vrai boulot de com derrière, et je trouve que c'est vraiment sympa ce que tu as réussi aussi à construire, même pour la jeune génération aujourd'hui. En fait, moi, pourquoi moi je le dois à une association aussi qui s'appelle les Étoiles du Sport, qui réunit chaque année les meilleurs sportifs de l'année. On se fait une compétition amicale de 21, 22 sports différents, de tout horizon. Et en plus, il y a à peu près 300 personnes en 5 jours, donc il y a aussi plein d'autres sportifs. Et en fait, j'ai eu la chance, en tant que champion olympique, d'être invité en 2004. Donc je suis allé avec Didier Courage, d'ailleurs, qui à l'époque était mon parrain. C'est lui qui m'a choisi. Lui, c'était mon parrain. Moi, j'étais son filleul. Et j'ai rencontré des gens absolument incroyables. Déjà, du monde du sport très connus, mais aussi des gens peu connus. Et aussi des gens qui s'illustraient, on va dire dans l'anonymat peut-être, mais dans des sports surtout anonymes, et qui arrivaient à faire des choses incroyables, qui étaient suivies par tout un tas de gens, et qui aussi avaient une notoriété, une rémunération par rapport à ça et tout. Et je me suis dit, c'est incroyable, des sports fun, parce que sinon on dit le foot et tout ça, bon, tennis, bon, voilà. Mais là, c'était des skateurs et tout, discuter avec eux, des freeriders. Les mecs, ils sont connus sur la planète entière pour leurs films, je sais pas. Et puis d'autres, ils ont créé des triathlètes, ils ont créé leur marque. Et il y a plein de centres de triathlon dans le monde entier, dans l'Europe entière, ou qui portent leur nom, etc. Donc, je me suis dit, putain, il y a un vrai message à faire passer. Et puis aussi à travers les conférences, les gens qui inspirent l'entreprise, qui inspirent les... En fait, quand on veut... En fait, je suppose qu'un entrepreneur qui est au top, c'est un athlète de niveau, quoi. Donc, quand on discute avec eux, on dit, voilà le chemin qui m'a amené vers cette victoire. Et tu discutes et tu dis, oui, je me suis préparé, j'ai fait de... Moi, je connais pas un entrepreneur de très haut niveau qui fait pas de la préparation mentale, volontaire ou involontaire. Donc voilà, donc tout ça, et c'est hyper intéressant. On se nourrit les uns les autres, et ça, c'est quelque chose qui me captive, et je fais beaucoup ça aujourd'hui aussi. Est-ce que justement pour toi, est-ce qu'aujourd'hui un cavalier de haut niveau se doit d'avoir cette puissance de communication et d'être communicant? Non, je crois pas. Je pense que c'est très personnel, en fait. Il faut vraiment, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose que tu peux créer si tu l'as pas, un peu quand même. Il faut avoir une volonté. Donc après, on s'approprie les choses. C'est pas parce qu'on n'est pas doué. Moi, je connais une personne, je sais pas si je vais la citer ou pas, qui était en 2004. C'était un champion olympique et qui est venu nous faire un partage d'expérience, mais nul. Il bégayait. C'est un super champion. Il bégayait. Il n'arrivait pas à dire les choses. Il lisait beaucoup. Donc il nous regardait jamais. C'était horrible. Le pauvre, quoi. On était triste pour lui quelque part. C'était ennuyeux. Et aujourd'hui, c'est le numéro 1 ou 2 des meilleurs communicants. Il fait des conférences de malade. Il a bossé comme un malade, et parce qu'il en a eu le souhait. Alors qu'à la base, il n'est pas doué. Donc, j'ai même pas envie de parler, de dire, au début, on l'a pas. C'est une volonté, quoi, finalement. Oui. Et puis après, il y a des manières de contourner aussi, de s'entourer. Absolument. Mais de dire non, chacun son système. Ce qui est important, c'est d'avoir son système à soi et de le faire évoluer. Mais de vouloir copier souvent un autre, c'est rare. C'est très rare. Il faut faire attention. Pour revenir un peu sur les chevaux quand même, à quel moment d'un championnat ou d'une grande compétition, le mental devient plus important que la technique? Tous les sportifs qui communiquent là-dessus disent que c'est 50-50. 50% technique, 50% mental, on va dire. Donc, qui est technique aussi, c'est physique, mental, on va dire. C'est vraiment, même Teddy Riner, il le dit. Donc,
dans les derniers en date, qui était le super champion des Jeux de Paris, et qui notamment, et qui disait, bah voilà, sans ma préparatrice mentale, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc après, c'est aussi quelque chose qui est très personnel. Ça démarre aussi d'une volonté. On peut pas vous forcer. Moi, je connais plein de très bons sportifs, de très haut niveau, qui se refusent à faire de la préparation mentale. Mais après, quand tu discutes avec cette personne, tu te dis, mais toi, à un moment donné, tu t'isoles un peu, tu te fais ton truc. Bah oui, évidemment. En fait, bon, c'est juste qu'il veut pas une personne qui lui dit, voilà, bon. Et au départ, c'est vrai, moi aussi, j'avais, à un moment donné, quand j'étais jeune, j'ai eu la chance d'avoir on m'a fait confiance et ça a marché. J'ai gagné des compétitions. On m'a mis en 4e d'équipe en disant, bah, on compte sur toi. Si t'es sans faute, on gagne le championnat de je sais pas quoi. Et je suis parti, j'ai fait un sans faute, on a gagné, toi. Et tout le monde disait, putain, Karim, il est hyper solide. Et peut-être c'est un peu le fruit du hasard quand même. C'est pas que, tu vois, c'était une bonne conjoncture à ce moment-là. Et à un moment donné, donc j'ai continué à naviguer sur cette confiance. Et après, quand il y a eu, dans les années 2000, on a dit, bah, la préparation mentale, c'est vraiment quelque chose qui se pratique de partout dans tous les sports. Pourquoi l'équitation n'y est pas davantage? Donc je m'y suis intéressé un peu, mais j'avais qu'une trouille, c'était que les aptitudes que j'avais développées sans faire exprès, est-ce qu'ils n'allaient pas me les retirer, tu vois, un peu, dans le genre. Et en fait, pas du tout, parce que en fait, il y a pas on donne pas de leçons. C'est toi qui prends ça, tu prends ce dont tu as besoin. Et maintenant, je suis absolument passionné. Hein. Je suis celui qui a eu le plus de préparateurs mentaux de tous les sportifs de France, je pense. Hein. J'ai fait toutes les versions. Hein. J'ai vraiment tout essayé et tout me passionne. Le dernier volet, c'est l'hypnose. Et vraiment, je trouve ça tellement génial. En plus de ça, enrichissant sur le plan personnel. Donc, ouais, je pense que dans une compétition, c'est vraiment des moments clés. Tu peux pas prévoir nécessairement à l'avance. Il y a des moments que tu prévois et donc forcément tu fais ton travail respiratoire, machin, tu es tranquille à ce moment-là. Et à un moment donné, tu vas être submergé. C'est impossible. Nous, ça dure pendant 5 jours les jeux. C'est impossible que pendant 5 jours, tu n'aies pas d'émotion. C'est impossible. Et d'ailleurs, c'est pas forcément bon. Donc voilà, il faut juste que tu sois pas dépassé par... voilà. Et je pense qu'il y a des moments clés comme ça, d'avoir des petits tips mentaux et respiratoires, etc. Des petits trucs qui donnent la confiance. Quand tu l'as fait des milliers de fois, dans ta tête ou physiquement en respirant tout ça, en quelques secondes, là, à force de l'avoir fait, j'ai fait des milliers de fois dans ma tête. Et à un moment donné, un souvenir, par exemple, tu sais, le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Si là, par exemple, toi, tu penses à quelque chose qui t'a rendu vraiment joyeuse, tu peux, comme ça, en fermant les yeux, être super joyeuse. Parce que ce moment, il est ou l'inverse. Un moment douloureux, et tu es là, tu penses à ça, et tu le... alors qu'il n'existe pas, il n'existe que dans ta tête. Donc, tu peux te servir de ce levier en disant à un moment donné, ton cerveau, lui, il te met en état d'alerte parce qu'il sent qu'il y a un problème. Donc, il déclenche tout ce qu'il ne faut pas, en gros, à ce moment-là. Et toi, tu te dis, bah voilà, je reprends ma respiration, je fais descendre la température corporelle, je vois de la visualisation très vite. Et en quelques secondes, tu switches, tu vois. Ça n'empêche pas que ça revient, mais toi, tu peux le refaire aussi. Donc, j'adore aussi sur le moment, j'adore pas nécessairement. Parce que là, je raconte assez souvent d'ailleurs, à Paris, Triton, il s'est mis à regarder partout d'un coup sur les paddocks où on travaillait tous les jours, tu vois. Sauf que là, c'était le moment où il fallait aller faire son dressage. Et quand je regarde, moi, je vois qu'il n'y a rien. Et je me dis, merde, c'est moi qui suis déjà parti dans ma compète, alors que je suis au paddock. Donc je dis, bon, j'arrête, je caresse. Je dis, merci de m'avoir signalé quand même. C'est rare un sport où mon vélo, il va pas me dire que je déconne. Donc là, il est là, il me dit, écoute, il y a un petit souci. Et donc là, je bosse et je repars dans des super conditions. Mais justement, parce qu'au-delà de la prépa mentale du cavalier, il y a aussi toute une partie de prépa physique. Oui. J'ai eu la chance de faire un stage avec toi au CHV par Renmed Sport il y a 1 an maintenant. Et c'est vrai que j'ai été hyper impressionnée. Bon, déjà parce qu'il y a plein d'anecdotes, hein, tu as énormément de choses à partager. Mais surtout le côté où en fait, il y a tout un univers en fait, finalement derrière de juste monter à cheval et d'avoir une performance sportive. En fait, il y a tout un côté de préparation mentale, préparation physique, surtout aussi du cavalier finalement, puisque bah voilà, hein, on monte à cheval, c'est pas que le cheval finalement, hein, bien que beaucoup de gens encore aujourd'hui disent que l'équitation est ça l'est. Et ça, c'est vrai que j'ai été vachement impressionnée par même ta force aussi mentale de prendre tous ces paramètres en compte et vraiment te donner un fond pour justement réussir à avoir les meilleures performances possibles, mettre son cheval dans les meilleures conditions possibles. Et ça, bravo. Ouais, on a toujours dit pas être le maillon faible des deux, quoi. C'est vrai. Oui, bah oui. Voilà, c'est ça le truc, parce que ça m'ennuierait de rater parce que je suis pas prêt, quoi. Donc au moins, et surtout pour un événement comme Paris, moi je voulais, et d'ailleurs pour en avoir discuté avec plein de sportifs qui étaient à Paris, ils ont coché toutes les cases pour déculpabiliser à fond. J'ai tout fait.
Et je veux surtout pas, si je rate, ce qui est tout à fait possible, et je veux surtout pas m'en vouloir, parce que c'est le plus horrible. Donc c'est vraiment le truc au départ. Et après, il y a tout un tas de méthodes, on va dire, déjà quand physiquement, si tu es fort, tu as une bonne hygiène, toi, tu as les problèmes. Moi, quand je suis fatigué, ou toi, dès qu'il y a un problème, même un petit, ça devient vite un gros problème finalement. Alors que quand tu es en forme et tu es déterminé et tout, ça c'est rien. Moi, je me rappelle, je faisais du développement personnel, justement, j'ai adoré cette période où je faisais plein de trucs, dépassement de soi à fond. Et dans une journée, je pouvais abattre un boulot. Et les mecs, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il a, l'autre? Il va changer une route de brouette, il fait n'importe quoi, il va monter 10 chevaux, il est pas bien, le lagwag. Et rien n'était un problème. Ah bah, je dormais bien, pas de problème de sommeil. Mais c'est ça qui est impressionnant, c'est le drive que tu as, c'est cette énergie, cette positivité. Finalement, tu me fais beaucoup penser un peu à la mentalité américaine, beaucoup plus que la mentalité française. Et c'est ça que je trouve vraiment passionnant chez toi. Et je pense que beaucoup de gens le voient. Et l'entourage aussi. Tu vois, l'entourage. Moi, au début, j'ai fait l'erreur de prendre beaucoup trop de gens qui me ressemblent en fait. Parce que j'aimais les gens positifs, dans la bonne énergie, de ça. Puis en fait, ça sclérosait un peu l'équipe. Alors que d'avoir un peu des casse-pieds, peu importe que j'appelle les casse-pieds pour plaisanter, mais toi, des pinailleurs, des gens qui vont revenir en disant non, mais t'es content là peut-être? Bah, moi, ok, je suis content pour toi, mais il manquait ça pour moi et il manquait ça. Voilà, c'est un petit peu. J'aime pas les rabat-joie ou les donneurs de choses, etc. Mais j'aime bien les gens qui sont pointilleux pour l'être moi-même et puis aussi avec un regard qui n'est pas le tien. C'est génial. C'est important. Mais moi, c'est des choses qui me plaît beaucoup. Et toutes les personnes qui font partie de l'entourage, de la performance, bah, ils ont justement cette... Déjà, on regarde tous dans la même direction. On sait tous où on va. On ne va pas y aller de la même manière, mais on sait tous où on va déjà. Et ça, voilà, quand il y a des moments difficiles, c'est là-dessus qu'on s'accroche. On va aller au JO, on veut que les chevaux ils soient hyper heureux, enfin n'importe quoi, tu vois. Et on est tous dans la même boucle, quoi. On sensibilise les gens pour qu'ils soient comme ça. L'entourage, c'est quand même hyper important, ça fait quand même partie de l'environnement proche. Moi, je me souviens encore de ton histoire que tu m'avais racontée, de l'anecdote quand tu partais au cross et que finalement, ça s'était pas très bien passé. Et oui, je pense que vraiment, en fait, moi, vraiment, nos échanges m'ont permis d'avoir une toute autre vision, en fait, finalement, de comment se préparer, comment faire au mieux. Et ouais, vraiment, ce qu'il fallait faire un peu pour se mettre aussi dans sa bulle et se donner toutes les clés, en fait, finalement, possibles pour... À la fin, on est tout seul, de toute façon, avec notre cheval. Donc, à un moment donné, il ne faut pas non plus qu'il y ait le coach gourou, ou dès qu'il n'est pas là, tu ne sais plus. D'ailleurs, j'avais fait la réflexion tout au début, quand je travaillais, la première année où je travaillais avec Jean-Luc Force, il a eu la gentillesse de bien vouloir me faire travailler à ce moment-là. Et à un moment donné, je suis allé le voir, je lui ai dit « Ah non, mais moi, à Saumur, si t'es pas là, j'y vais pas. » Et il était furax. Il m'a dit « Tu peux pas c'est une insulte pour moi. » Il dit « Tu peux pas me faire... » C'est horrible, parce qu'il me dit « Le principe même, c'est justement de trucs. » En fait, j'avais été maladroit. Bien sûr que je pouvais le faire, mais je préférais qu'ils viennent. Et je l'avais mal dit. Et après, j'ai pris conscience. Tu vois, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas. Il a dit à tout moment, je suis pas là, il n'y a aucun problème. On pose les rênes sur le cou, comme on dit dans notre jargon. Et toi, tu es libre, quoi. Mais nous, on travaille en amont, que justement, tu puisses le faire ça. Et j'avais bien aimé ce passage, tu vois, qui m'a servi tout au long de ma vie derrière, d'avoir une équipe. Ça m'est encore arrivé d'ailleurs l'année avant les Jeux, où j'étais presque trop équipier et j'avais l'image, j'avais travaillé en préparation mentale et tout, avec plusieurs personnes et je m'étais fait l'image de la chaîne de vélo où on est chacun un petit maillon et chacun on fait avancer le vélo. C'est la performance sportive. Et à un moment donné, il a dit non, toi t'es pas un maillon de la chaîne, toi t'es la locomotive du train. Il faut t'enlever le maillon de la chaîne parce qu'il dit le problème de tous ces maillons, c'est que chacun, toi tu dépends de tous les maillons, donc s'il y en a un qui déconne, il fait chavirer tout le vélo, quoi. J'avais dit, donc voilà, c'est là où j'ai travaillé le développement personnel sur le dépassement de soi, puiser l'énergie en soi, que j'avais moi-même appauvri en disant mais moi j'ai trop besoin des autres et tout, l'énergie des autres, ce qui est vrai, je continue, mais j'ai une force en moi également et j'ai travaillé là-dessus. C'est vraiment une période, j'ai adoré, heureusement Camille m'a dit de me calmer, mais au mois de janvier, tu vois, j'avais commencé à peu près au mois d'août-septembre et jusqu'à janvier, et là, c'est des journées de dingue, avec tout, toute la préparation physique, les bains froids, la course à pied à 5h du matin. Plus c'était dégueulasse dehors, plus j'étais content. Je m'auto-punissais, on va dire, un peu, mais je prenais du plaisir, quoi. Je prenais la drache à l'horizontale, j'avais le sourire, mes écouteurs, un truc de ouf. Et j'étais content.
Et à un moment donné, Camille m'a dit non mais t'as les yeux creusés, Bah oui, oui. détends-toi un peu parce que tu vas pas tenir la saison. Bah non, faut aussi se protéger un moment aussi. Et donc c'était le bon moment. Toi, j'ai eu des timings comme ça, c'était sympa. Bah merci beaucoup. Je Merci vais à finir toi. par une dernière question. Après tout ce que tu as gagné, qu'est-ce qui arrive encore à te motiver? Non, mais tu vois, par exemple, j'aime bien aussi cet exemple. Là, j'ai eu la chance d'avoir un cheval. Et d'ailleurs, c'est le seul double médaillé sur 2 Olympiades français. Il n'y en a jamais eu de toute l'histoire du complet. Quand j'ai fini Paris et que j'ai regardé les vidéos, et je me suis amusé à regarder les vidéos de Tokyo, à Tokyo, j'avais l'impression d'être pratiquement ridicule. La différence de performance entre les deux, avec les deux mêmes, que ce soit Triton et moi, mais l'évolution, elle est considérable. Sachant qu'on ne peut pas dire, toi, quand tu as 2 chevaux, bon, Oui, ok, oui, oui. là, c'est le même. Toi, le travail de 3 ans, parce qu'il n'y a eu que 3 ans entre ces 2 Olympiades-là, il a été intense. Nous, avec Camille, on a fait all-in, on a fait tapis. Hein. On a mis tout ce qu'on avait sur la table pour réussir à aller à Paris et à être le plus performant possible. Et l'évolution, elle a été, j'ai gagné 3% en dressage. Le cheval était encore mieux sur le cross, enfin, plus maniable, tout, sautait encore mieux. Et je me dis, tu vois, aujourd'hui, je suis loin de mon niveau de Los Angeles, tu vois. J'adore trop ça. Je suis presque impatient de regarder, si je vais à Los Angeles ou d'autres, de me regarder faire une performance et de revenir en arrière, tu vois, en me disant, tu te rends compte. Et d'ailleurs, tous les champions d'équitation, par exemple, ils disent, tu vois plus le haut niveau pendant 6 mois, par exemple, parce que tu es blessé, ou voilà. Il te faudra au moins 6 mois pour retrouver ton niveau de ce moment-là. Tu vois. C'est même pas que tu vas l'élever, c'est pour retrouver ce niveau, parce que le haut niveau, il ne cesse, c'est jamais stable. Ça continue, tu vois, les chronos, ils s'améliorent, les trucs, les soins, les carrières, la discipline change. Le dressage, il est plus jugé comme, même entre les 2 Olympiades. Le bien-être, entre guillemets, le happy face et tout, il était encore plus important à Paris qu'à Tokyo, et ça sera encore plus à Los Angeles. Et tout. Ça évolue vachement, donc. Mais ça me rend dingue, parce que j'aime bien toutes les subtilités de notre sport. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est le fait que plus le cheval, il est bien, toi, comme un athlète humain, plus il est bien, toi, il a un bon entourage, il est en forme, il est heureux de faire ce qu'il fait, plus il est performant, et plus il dure surtout. Parce que tu peux être étoile filante, toi, tu t'es exigeant avec le cheval, il fait un peu la gueule, et tu vas, et tu vas gagner. Hein. Mais sur du long terme, c'est impossible. Ça ne dure pas. Bah non. Et ça me plaît. Bah merci beaucoup. Merci à toi.